Alors, reprise du cours sur la construction de la monarchie absolue en France. Nous étions restés dans la précédente vidéo sur Henri IV, qui est le roi qui a ramené la paix dans le royaume de France à la suite des guerres de religion grâce à l'édit de Nantes. Donc nous étions à cette diapo. La suite du cours est consacrée au roi Louis XIII, qui est le successeur du roi Henri IV. Louis XIII, c'est un roi qui va gouverner dans la première partie du XVIIe siècle, de 1610 à 1643. Alors, Louis XIII est évidemment un roi qui est le seul à détenir l'autorité politique à cette période, mais il va s'appuyer sur une espèce de premier ministre qui sera le cardinal Richelieu. Donc c'est le cardinal Richelieu qui va vraiment donner la politique de la France sur le plan économique, le rapport avec les protestants et les guerres avec l'extérieur. Donc vous voyez, il meurt en 1642, à peu près la même année, à une année près que Louis XIII. Alors, Louis XIII, c'est vraiment une période de rétablissement de l'État royal comme sous Henri IV. Il faut savoir aussi que c'est un moment où la théorisation de la monarchie absolue se poursuit grâce à des théoriciens comme Jean Bodin ou bien Cardin-Lebray qui défendent l'absolutisme et le théorisent dans des ouvrages politiques. Voilà ce que dit par exemple Cardin-Lebray. C'est très intéressant comme façon de légitimer le roi. Dieu nous a tellement obligés à nous soumettre aux volontés de nos princes qu'il nous est pas permis, pour quelque occasion que ce soit, de nous révolter et de prendre les armes contre eux. S'ils nous chassent de nos maisons, s'ils pillent nos biens, nous devons lever les mains vers le ciel et prier pour leur prospérité. Donc voilà une citation extrêmement percutante qui montre qu'en fait que on n'a pas le droit, selon Cardin-Lebray, de se révolter contre le roi, parce que si jamais on se révolte contre le roi, on se révolte en fait contre Dieu. C'est vraiment le principe de monarchie absolue, de droit divin. Le pouvoir du roi est incontestable. De même, il dit un peu plus loin, la souveraineté du roi par nature n'est pas plus divisible qu'un point en géométrie. Alors ça, c'est une grande idée politique qui va être critiquée un siècle plus tard par un philosophe des Lumières qui s'appellera Montesquieu, qui va proposer le principe de séparation des pouvoirs. Là, on sait l'inverse, on ne peut pas diviser le pouvoir du roi parce qu'il est concentré. Vous savez qu'en géométrie, la seule chose qu'on ne peut pas diviser, c'est un point un point. On peut par contre diviser une droite ou un polygone, mais par contre, un point, ce n'est pas possible. Donc, la souveraineté du roi, ça veut dire son pouvoir, n'est pas divisible. Ça veut dire que le roi doit avoir un pouvoir concentré et doit avoir tous les pouvoirs. Le seul pouvoir que pourrait avoir un individu, c'est une délégation explicite du pouvoir du roi, parce que le roi tient toujours son pouvoir de Dieu. Alors, concrètement, que va faire Louis XIII? Louis XIII, son royaume est surtout, son règne est surtout marqué par une reprise des guerres de religion contre les protestants. Alors, ces guerres-là n'ont pas la même vigueur que au XVIe siècle. En fait, ces guerres-là sont surtout pour affirmer l'autorité royale partout dans le royaume de France. Pourquoi? Parce que les places libres accordées par Henri IV lors de l'édit de Nantes étaient un petit peu considérées comme des marges du pouvoir royal qui pouvaient être manipulées par des royaumes étrangers. Notamment, c'était le cas de La Rochelle, dont on accusait des liens avec des puissances étrangères hostiles au royaume de France. Par conséquent, Louis XIII veut renforcer son pouvoir en attaquant les protestants dans leur place libre. Ainsi, il y a une date à connaître, 1628, c'est le siège de La Rochelle, mené par Richelieu, principal ministre de Louis XIII. Que se passe-t-il aussi également sous Louis XIII? Il se passe quelque chose de très très important, même si cela va peut-être vous paraître abstrait. Louis XIII veut renforcer son pouvoir. Or, une de ses concurrences, une des classes qui pourrait limiter son pouvoir, c'est la noblesse de sang. Par conséquent, Louis XIII va développer une autre noblesse qui va être la noblesse de robe. Cette noblesse de robe va rassembler tous les nobles qui occupent des fonctions de gouvernement, principalement dans la justice et les finances. Elle s'oppose à la noblesse d'épée qui est souvent issue de la noblesse du sang. Ça veut dire on est devenu noble par son père. Faut savoir qu'à partir de Louis XIII, vous allez avoir des personnes qui ne sont pas nobles, comme des bourgeois,
qui vont accéder à la noblesse. Ça veut dire à cette catégorie de la société qui, normalement, est une élite, c'est une aristocratie, mais qui est dédiée à la fonction militaire. Louis XIII veut développer en parallèle une autre noblesse, qui est la noblesse de robe, qui a pour but de travailler dans l'administration afin de bien commander l'État. L'État doit se moderniser, notamment pour récupérer des impôts et assurer l'ordre à l'intérieur du royaume. Donc cette noblesse apparaît au fur et à mesure que l'État se modernise. La noblesse de robe est à la tête de l'administration. Elle occupe des offices. C'est quoi un office? C'est une charge publique confiée par le roi à un homme appelé officier. Et donc les officiers doivent obéir au roi. C'est comme un petit peu aujourd'hui le principe des fonctionnaires qui travaillent pour l'État. Moi, par exemple, en tant que professeur, je suis fonctionnaire et je suis obligé de faire ce que me demande l'État. Cette noblesse est issue de la bourgeoisie et instruite et compétente. Il faut savoir que Louis XIII, puis plus tard Louis XIV, vont soutenir le développement de cette noblesse et donc cela va permettre de renforcer l'administration du pays. On le verra concrètement avec Louis XIV la semaine prochaine. Voilà pour ces deux vidéos. Je vous envoie aussi un petit travail à faire. C'est une analyse de tableau qui montre la puissance des rois de France. Prenez sérieusement la trace écrite du cours. Vous pouvez la prendre sur ordinateur en faisant des copier-coller. Je vous invite aussi à regarder au moins 2 fois cette vidéo afin de bien l'assimiler, tout comme la précédente. Chers élèves, je vous souhaite une excellente semaine.